Mon père a hurlé, nous faisons ce que nous voulons de notre maison. Après avoir lu dans le testament, que tout irait à mon frère, j'ai posé les papiers, et j'ai répondu, alors, je fais ce que je veux de mon argent, avant de couper chaque euro, que je leur donnais jusqu'alors. J'ai grandi à Knoxville, dans le Tennessee, dans une petite maison en briques, située dans une impasse. C'était le genre d'endroit, où chaque voisin connaissait le nom de votre chien, mais pas nécessairement le vôtre. Mes parents, Craig et Lindsay, y ont élevé 2 garçons, moi-même, et mon frère aîné, Chase. Chase a 37 ans, soit 3 ans de plus que moi. Et pendant la majeure partie de ma vie, je vous aurais dit, que nous étions proches. Pas les meilleurs amis du monde, ni rien de ce genre, mais suffisamment liés. Nous prenions une bière un week-end sur 2, pour parler de football, ou nous plaindre de nos épouses, de la façon dont les hommes le font, quand ils aiment réellement leur femme, mais qu'ils ont besoin de se défouler, pour savoir à qui le tour de remplir le lave-vaisselle. Des trucs normaux entre frères, en somme. Je suis plombier. Je le suis depuis l'âge de 19 ans. J'ai fait l'impasse sur l'université, car honnêtement, l'école n'était pas mon truc. Je pouvais à peine supporter un cours de 45 minutes, sans avoir l'impression que les murs se refermaient sur moi. Donc, l'idée de subir cela 4 années de plus, ressemblait à une peine de prison, que l'on doit payer de sa poche. Je suis plutôt allé dans une école professionnelle, j'ai obtenu mon diplôme, et j'ai commencé à travailler, pour une entreprise locale. À 26 ans, j'avais ma propre petite société. Rien de tape à accent Graveleuil, juste moi, une camionnette, et la volonté de me déplacer le samedi, quand les toilettes de quelqu'un décidaient de se rebeller. Je m'en sortais bien. Mieux que bien, à vrai dire. J'ai bâti cette affaire de zéro, pour en faire une structure, qui emploie aujourd'hui 8 personnes. Maintenant, je suis propriétaire de ma maison. J'ai un compte épargne pour la retraite. Ma femme, Paige, et moi ne sommes pas riches, mais nous sommes à l'aise, et nous avons gagné chaque parcelle de ce confort, de nos propres mains. Chase, lui, a choisi la voie universitaire. Un diplôme en commerce de l'UT, puis un MBA, suivi d'une série d'emplois en entreprise, où son titre changeait tous les 18 mois. Mais ses véritables responsabilités, restaient un mystère pour tout le monde, y compris pour lui-même. Il a épousé Tiffany, qui est exactement le genre de personne, dont la personnalité entière, repose sur le matériau de son îlot de cuisine. En quartz, si vous vous posez la question, et d'ailleurs, elle vous le dira 2 fois. Chase et Tiffany vivent dans une grande demeure à Franklin, juste au sud de Nashville. Et ils conduisent le genre de voiture, qui vous font vous demander, si les mensualités sont livrées avec une crise d'angoisse gratuite. Ils ont l'air d'avoir réussi. Savoir s'ils le sont vraiment, est une toute autre histoire. Maintenant, voici la chose concernant ma famille, que je n'avais pas totalement comprise, jusqu'à il y a 8 mois. Mes parents ont toujours traité Chase différemment. Pas d'une manière évidente, que l'on pourrait pointer du doigt en disant « c'est malsain ». Plutôt à la manière de l'eau, qui use une pierre lentement, et silencieusement. Au fil des années, Chase a eu la plus grande chambre, en grandissant. Les matchs de football de Chase étaient ceux que mon père ne ratait jamais, tandis que mes tournois de lutte étaient plutôt du genre « on essaiera de passer ». Quand Chase a obtenu son diplôme universitaire, ils ont organisé une fête. Quand j'ai lancé mon entreprise, j'ai reçu une carte de vœux, et un bon d'achat de 25 € pour une quincaillerie. Bon, au moins c'était dans le thème, mais vous voyez où je veux en venir. Je me disais, que ça ne me dérangeait pas. Je me répétais, que les parents sont humains, qu'ils se connectent différemment selon les enfants, et que cela ne veut pas dire, qu'ils vous aiment moins. Cela signifie juste, qu'ils l'expriment autrement. J'avais tout un monologue intérieur à ce sujet, que j'avais répété tant de fois, qu'il semblait presque vrai. Et pour l'essentiel, j'y croyais. J'avais Paige. J'avais mon métier. J'avais une vie, que j'avais construite de toutes pièces. Je n'avais pas besoin de l'approbation de mes parents. Je la voulais, simplement. Et il y a une différence entre ces deux choses, une différence qui vous dévorera de l'intérieur, si vous la laissez faire. Il y a 8 mois, c'était un jeudi soir, en septembre. L'évier de la cuisine de mes parents fuyait depuis environ 2 semaines. Ma mère m'avait appelé 3 fois à ce sujet. Pas pour prendre de mes nouvelles, remarquez bien. Pas pour savoir si Paige et moi voulions venir dîner. Juste pour me dire que l'évier fuyait. Et pour me demander si je pouvais venir le réparer, parce que c'est ce que j'étais pour eux.
pas Austin, leur fils. Austin le plombier. Le gars qu'on appelle, quand quelque chose est cassé. Je m'y suis rendu après le travail, portant toujours mes vêtements de chantier, sentant encore la colle PVC, et le vide sanitaire d'un inconnu. Mon père était dans le salon, regardant un documentaire animalier sur les loups. Il a à peine levé les yeux, quand je suis entré. Ma mère a pointé l'évier du doigt, comme si je n'étais jamais venu dans leur maison auparavant, et a dit, c'est celui de gauche. Puis, elle est retournée plier son linge. Pas un bonjour, pas un merci, pas la proposition d'un verre d'eau. Juste un doigt pointé, et un robinet qui goutte. Je me suis glissé sous l'évier. C'était une réparation simple. Une cartouche usée, dans la valve du robinet. 10 minutes de travail, tout au plus. J'avais besoin d'une clé spécifique, rangée dans le tiroir à bazar, à côté du réfrigérateur. Celui qui est bourré de reçus d'outils, et de menus de livraison aléatoires, depuis environ 2004. J'ai ouvert le tiroir, et j'ai commencé à fouiller dans ce chaos, à la recherche d'une clé à molette, dont je savais qu'elle se trouvait là, quelque part. C'est alors que ma main a heurté une enveloppe. Elle était épaisse, en papier craft, glissée sous une pile de vieilles garanties, et d'élastiques. Le rabat était ouvert, et je pouvais voir qu'il y avait des papiers d'apparence officielle à l'intérieur. Normalement, je n'y aurais pas prêté attention. Les gens gardent toutes sortes de documents dans leur tiroir, mais quelque chose a attiré mon œil. Il y avait un post-it sur le devant, et, avec l'écriture de mon père, il était noté « mis à jour en août ». Ne pas perdre. Août, comme le mois dernier. Comme si c'était tout récent. Je l'ai sorti. Je n'aurais pas dû. Je le sais. Mais quelque chose dans mes tripes m'a dit de le faire. Et j'ai appris au fil des ans que l'instinct est plus intelligent que le cerveau, environ 90% du temps. À l'intérieur de l'enveloppe, se trouvait une copie du testament de mes parents, leur plan de succession complet, en réalité. Documents de fiducie, répartition des actifs, acte de propriété, la totale. Agrafé avec une lettre de présentation, provenant d'un cabinet d'avocats de Nashville, dont je n'avais jamais entendu parler. Et au fur et à mesure que je lisais, mes mains se sont figées. Tout allait à Chess. Et je dis bien, tout. La maison, les comptes d'épargne, un compte de courtage, dont j'ignorais même l'existence. Un terrain près de Cookville, qui appartenait apparemment à la famille depuis des décennies. Le total, présenté proprement dans un tableau au bas de la page de résumé, s'élevait à 740 000 €. Chaque centime de cette somme était alloué à Chase Michael Brennan. Mon nom n'apparaissait qu'une seule fois dans tout le document. Dans une section intitulée « Autres considérations », il y avait une ligne unique, qui disait « Austin Craig Brennan recevra les effets personnels, jugés appropriés, par le fiduciaire survivant. » Des effets personnels, jugés appropriés. J'allais recevoir ce qu'il n'aurait pas envie de jeter à la poubelle. 740 000 €. J'ai relu le document 2 fois, parce que j'ai pensé que j'avais peut-être mal lu. Peut-être qu'il y avait une deuxième page avec mon nom. Peut-être qu'il y avait un document de fiducie séparé pour moi, quelque part. J'ai feuilleté toutes les pages. Il n'y en avait pas. J'étais toujours agenouillé sur le sol de la cuisine, tenant ces papiers, quand j'ai entendu la voix de mon père derrière moi. Ni inquiet, ni embarrassé. Furieux. Pose ça. Je me suis retourné. Il se tenait dans l'encadrement de la porte, et son visage avait pris la couleur d'une tomate mûre. Ma mère était derrière lui, un torchon tordu entre ses mains, les yeux écarquillés, comme si elle avait été prise en faute. Austin, pose ça tout de suite. Je me suis levé lentement. Je mesure un m85, et mon père, environ un m75. Donc, quand je suis debout, et qu'il est debout, il y a une différence. Et je crois que cette différence l'a dérangé à ce moment-là, plus qu'elle ne le faisait d'habitude. J'ai tenu les papiers le long de ma jambe, je les regardais, et j'ai prononcé la phrase la plus calme que j'ai probablement jamais dite de ma vie. Qu'est-ce que c'est? La mâchoire de mon père s'est contractée. Ça ne te regarde pas. C'est un document privé. Mon nom y figure, ai-je répondu. Une fois, dans une section sur les vieux bibelots restants. Je dirais que ça me regarde. Ma mère s'est avancée. Elle avait cette expression sur le visage, celle qu'elle prend
lorsqu'elle est sur le point de réécrire la réalité en direct. Austin, chérie, tu sors ça de son contexte. Il y a beaucoup de nuances dans la planification successorale, et tu ne pourrais pas comprendre. 740 000 €, ai-je dit. Quelle part de cela, est-ce que je sors de son contexte? La cuisine est devenue très silencieuse. Le robinet que j'essayais de réparer, fuyait toujours. Une goutte toutes les 3 secondes, aussi bruyante qu'un marteau de juge, dans ce silence. Mon père a croisé les bras. Ton frère a une famille à nourrir. Il a des responsabilités. Une hypothèque, des enfants qui viendront un jour. Il a besoin de cette sécurité. J'ai une famille, ai-je répliqué. J'ai une femme. J'ai un prêt immobilier. J'ai une entreprise, avec 8 employés qui dépendent de moi. C'est différent, a dit ma mère doucement. Comment? En quoi est-ce différent? Elle n'a pas répondu. Elle a juste regardé mon père, comme si elle attendait de lui, qu'il gère la situation. De la manière dont elle le regardait toujours, quand les choses devenaient inconfortables. Passer le relais. Laisser Craig s'occuper du désordre. Mon père s'est éclairci la gorge. Écoute, fiston, tu as bien réussi ta vie. Tu as toujours été l'indépendant. Tu n'as pas eu besoin de notre aide, pour arriver là où tu es. Tché, c'est différent. Il a eu un chemin plus difficile. J'ai failli rire. J'ai littéralement senti le rire, monter dans ma poitrine, et j'ai dû, physiquement, le ravaler. Tché avait eu un chemin plus difficile. Le type avec le MBA, le poste en entreprise, la maison à Franklin, et la femme avec l'îlot de cuisine en quartz. Ce Tché-là, avait eu le parcours le plus dur. Tché conduit un pick-up à 70 000 €, ai-je lâché. Ce n'est pas la question. Tché est parti en croisière en Méditerranée au printemps dernier. Vous l'avez aidé à payer. Je le sais, parce que maman l'a dit à Paige à Pâques, et Paige ne me l'a dit qu'une semaine plus tard, parce qu'elle ne voulait pas déclencher une dispute. Le visage de ma mère a blêmi. Elle ne savait pas, que Paige était au courant. Elle ne savait certainement pas, que je le savais. Tché a eu un apport pour sa maison grâce à vous, ai-je continué. 62 000 €. Je connais le chiffre, parce que Tiffany s'en est vantée, auprès de la sœur de Paige, lors d'un barbecue familial, comme si ce n'était rien. Pendant ce temps, Paige et moi, avons rassemblé chaque centime de notre apport, par nous-mêmes. J'ai travaillé les week-ends. Pendant 2 années de suite. Paige a pris des projets en freelance, jusqu'à minuit. Nous n'avons pas demandé un sou, parce que nous pensions, que c'est ce que vous respecteriez. Il s'avère, que ce que vous respectiez, c'était la capacité de Chase à réclamer. Mon père s'est approché. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Alors explique-moi. Explique-moi pourquoi, Chase reçoit 740 000 €, et que je reçois les effets personnels, jugés appropriés. Explique-le, comme si j'étais le gamin, qui n'était pas assez intelligent pour aller à l'université. Explique-le-moi, très lentement. Celle-là a fait mouche. Je l'ai vu le frapper, en plein cœur. Parce que c'est exactement, ce qu'il m'avait dit quand j'avais 18 ans, et que je lui avais annoncé, que j'allais dans une école de métier, au lieu de l'université. Il avait dit, eh bien, je suppose, que tout le monde n'est pas fait pour la voie académique. Et puis, il s'était retourné, et avait quitté la pièce. Pas d'encouragement, pas de soutien, juste une déception silencieuse, enveloppée dans une phrase, conçue pour me faire sentir minuscule. Ma mère s'est mise à pleurer. Pas de gros sanglots. Juste ce genre de pleurs discrets, où son menton tremble, et où elle tapote ses yeux, avec ce qu'elle a entre les mains, en l'occurrence, un torchon, qui coûtait probablement 3 €, dans un magasin discount. Et normalement, cela aurait marché sur moi. Normalement, je me serais adouci. J'aurais demandé pardon. Je l'aurais prise dans mes bras. Je lui aurais dit, que je ne le pensais pas, et qu'il valait mieux oublier tout ça. J'avais exécuté cette danse, pendant 34 ans. Étape 1, découvrir quelque chose de blessant. Étape 2, se mettre en colère. Étape 3, regarder maman pleurer. Étape 4, s'excuser d'avoir des sentiments. Étape 5, rentrer à la maison, et faire semblant que tout va bien, jusqu'à la prochaine fois. Mais pas cette fois. J'ai besoin que tu me répondes, ai-je dit. Pourquoi?
Mon père s'est assis à la table de la cuisine. Il s'est frotté le visage à deux mains, comme il le fait, quand il essaie de trouver comment formuler quelque chose, sans le dire vraiment. Enfin, il a levé les yeux vers moi, et a prononcé une chose, que je n'oublierai jamais, tant que je vivrai. Parce que Chase va prendre soin de nous. Et c'était ça. La vérité dépouillée, de tous ces euphémismes, de ces justifications, et du jargon de la planification successorale. Ils investissaient, dans le fils dont ils attendaient un retour. Chase les installerait dans sa grande maison à Franklin, quand ils vieilliraient. Chase gérerait leurs soins. Chase serait le fils magnifique, qui se pointerait aux fêtes, avec des petits-enfants, et de la gratitude. Moi, j'étais le plombier. Le type qui répare l'évier, et qui rentre chez lui. Est-ce que Chase a accepté cela, ai-je demandé. Mon père a baissé les yeux vers la table. Nous en avons discuté. Donc, Chase est au courant pour le testament. Silence. Chase sait, ai-je affirmé, sans que ce soit une question cette fois-ci. Nouveau silence, qui constituait en soi une réponse. J'ai posé les papiers sur le comptoir. J'ai regardé l'évier. La clé que je cherchais, était juste là, posée sur une pile de bons de réduction périmés, juste à côté de l'endroit, où se trouvait l'enveloppe. J'aurais pu terminer le travail en 5 minutes. Remplacer la cartouche, serrer la valve, tout essuyer, et rentrer chez moi. C'est ce que l'ancien Austin aurait fait. Réparer l'évier, ravaler sa douleur, appeler Pêche sur le chemin du retour, et dire « Tu ne vas jamais croire ça ». Puis, passer les 3 semaines suivantes, à faire semblant, que ça ne le dérangeait pas. Au lieu de cela, j'ai posé la clé sur le comptoir, à côté du testament. J'ai ramassé mon sac à outils par terre. J'ai regardé ma mère, qui pleurait toujours dans son torchon, et mon père, qui était toujours assis à la table, fixant ses mains. La cartouche du robinet est défectueuse, ai-je déclaré. Vous pouvez trouver un remplacement en quincaillerie, pour environ 12 €. Sur YouTube, il y a une vidéo, qui vous guidera étape par étape. Bonne chance. Et je suis sorti. J'ai conduit jusqu'à chez moi, en silence. Je n'ai pas allumé la radio. Je n'ai pas appelé Pêche. J'ai juste roulé, les fenêtres baissées, avec mon cerveau qui repassait chaque instant de ma vie, à travers un nouveau prisme. Chaque anniversaire, où Chase recevait le plus gros cadeau. Chaque fête, où papa interrogeait Chase sur sa carrière, mais ne me posait jamais de questions, sur mon entreprise. Chaque fois, que maman nous présentait à ses amis, et disait, voici Chase. Il est dans les affaires. Puis, elle me désignait, et ajoutait, et voici Austin. Pas Austin, le chef d'entreprise. Pas Austin, qui a monté une boîte à partir de rien. Juste Austin, un point c'est tout. Quand je suis rentré, Paige était assise sur le canapé, en train de lire. Elle a jeté un seul coup d'œil à mon visage, et a posé son livre. Que s'est-il passé? Je lui ai tout raconté. Chaque mot, chaque regard, chaque chiffre sur ce document. Elle ne m'a pas interrompu. Elle n'a pas halté, ni pleuré, ni dit « Oh mon Dieu », toutes les 3 phrases, comme les gens le font dans les films. Elle a simplement écouté. Et quand j'ai eu fini, elle est restée silencieuse, pendant environ 30 secondes. Puis, elle a prononcé 5 mots, nous en avons fini avec eux. Et je sais, que cela semble dramatique. Je sais, qu'il y a des gens qui liront ceci, et qui penseront que c'est une réaction excessive, que ce n'est que de l'argent, que la famille est plus importante, qu'un héritage. Et peut-être que vous avez raison, mais voici le problème. Ce n'était pas une question d'argent. Je n'avais pas besoin de leurs 740 000 €. J'ai mon propre argent. J'ai bâti ma propre sécurité financière, depuis l'âge de 19 ans. Il s'agissait de ce que cet argent représentait. C'était un tableau des scores. Un document qui déclarait, noir sur blanc, en langage juridique, notarié, et déposé chez un avocat, que mes parents estimaient l'un de leurs fils à 740 000 €, et l'autre, à l'équivalent de n'importe quelle boîte poussiéreuse de vieux trucs, qu'ils n'auraient pas envie d'apporter à Emmaüs. C'était il y a 8 mois. Je n'ai pas parlé à mes parents depuis. Je n'ai pas parlé à Chase non plus. Et jusqu'à il y a environ 2 semaines, aucun d'entre eux n'avait essayé de me parler. Les premières semaines, après avoir quitté la cuisine de mes parents, ont été rudes. Je ne vais pas embellir la vérité.
Je me suis jeté à corps perdu dans le travail, ce que je fais toujours, quand je ne veux pas ressentir quelque chose. Et Paige m'a laissé faire, pendant une dizaine de jours, avant de m'asseoir, et de me dire, tu ne peux pas fuir ça, avec une clé serre-tube. Tu dois vraiment y faire face. Elle avait raison. Elle a presque toujours raison. Ce qui est à la fois, la chose la plus merveilleuse, et la plus agaçante, dans le fait d'être marié avec elle. J'ai trouvé un thérapeute, un type nommé Grant, la cinquantaine, ancien militaire. Le genre de gars, qui ne vous laisse pas divaguer pendant 45 minutes, pour ensuite vous dire « Et qu'est-ce que cela vous fait ressentir ?» Il vous coupait au milieu d'une phrase, et disait « C'est l'histoire que vous vous racontez. » Que s'est-il réellement passé? Je l'ai apprécié immédiatement. Il ne me traitait pas, comme si j'étais brisé. Il me traitait comme un adulte compétent, qui fonctionnait, sous de fausses hypothèses concernant sa propre famille, depuis 3 décennies. Grant m'a aidé à voir une chose, que je n'avais pas été capable de voir par moi-même. Le testament n'était pas le commencement. C'était la fin. L'aboutissement d'une vie entière de petites décisions, que mes parents avaient prises, et qui pointaient toutes, dans la même direction. J'étais l'enfant qui ne demandait pas d'entretien. Celui qui n'avait pas besoin d'aide, qui ne causait pas de problème, qui ne réclamait rien. Et parce que je ne demandais jamais, ils ne proposaient jamais. Et parce qu'ils ne proposaient jamais, ils ont fini par oublier, que je pouvais avoir besoin de quelque chose. Pas d'argent, pas de biens matériels, juste de la reconnaissance basique, que je comptais tout autant que mon frère. Ce qui se passe, quand vous coupez les ponts avec votre famille, c'est que cela crée un vide étrange, dans votre vie. Soudainement, toutes ces petites routines dont vous ignoriez même l'existence, disparaissent. Plus d'appels téléphoniques le dimanche avec maman, où elle parlait pendant 20 minutes de son jardin, pour ensuite s'enquérir de chess. Plus de visites impromptues dans le garage de papa, pour l'aider avec n'importe quel projet, sur lequel il faisait semblant de travailler. Plus de fêtes, où je m'asseyais au bout de la table, pour regarder Chess tenir sa cour, pendant que je faisais passer les petits pains, en me demandant, pourquoi j'avais fait 2 heures de route pour ça. C'est incroyable, le temps que vous récupérez, quand vous arrêtez de jouer un rôle, pour des gens qui ne regardent pas. J'ai investi ce temps, dans mon entreprise. J'avais géré les choses à flux tendu pendant des années, effectuant moi-même une grande partie de la planification et de la facturation, et cela devenait un goulot d'étranglement. J'ai enfin fait, ce que je repoussais sans cesse. J'ai embauché une responsable de bureau, une femme nommée Claire, qui avait dirigé les opérations pour un entrepreneur en mécanique. Claire est entrée le premier jour, à regarder mon système de classement, qui consistait essentiellement, en une série de caisses à lait, avec des étiquettes faites de rubans de masquage, et a déclaré, « Oh, mon chéri, nous allons réparer ça. » En 3 mois, Claire avait tout numérisé, mis en place une facturation en bonne et due forme, et m'avait libéré, pour que je puisse me concentrer, sur le développement de l'entreprise. Au lieu de me noyer sous la paperasse, j'ai commencé à répondre à des appels d'offres commerciaux. La rénovation d'un restaurant en centre-ville, la réfection des salles de bain d'un cabinet dentaire, puis un projet de construction neuve, pour une brasserie locale qui s'agrandissait. Chaque chantier s'est bien déroulé, et chacun a conduit au suivant. À la fin du mois de janvier, 5 mois après avoir quitté la maison de mes parents, mon entreprise avait connu une croissance, d'environ 30%. J'ai embauché 2 autres plombiers, et j'ai acheté une 2e camionnette utilitaire. Paige et moi, nous sommes assis un samedi matin, nous avons regardé nos finances, et nous avons réalisé, que nous étions dans la meilleure position, que nous ayons jamais connue. Pas riche, pas à rouler sur l'or, mais solide. Le genre de solidité, où l'on ne retient pas son souffle, quand une facture arrive. Paige avait aussi ses propres projets en cours. Elle faisait du design graphique en freelance depuis des années, prenant des contrats ça et là. Elle a décidé de faire le grand saut, et de s'y consacrer à plein temps. Elle a aménagé un bureau dans notre chambre d'amis, créé un site web, et en l'espace de quelques mois, elle avait plus de travail, qu'elle ne pouvait en gérer. Nous devenions une équipe, d'une manière que nous n'avions pas expérimentée auparavant. 2 personnes qui construisent quelque chose ensemble, sans le bruit de fond constant d'une famille, qui me donnait l'impression, de n'être jamais tout à fait à la hauteur. J'ai commencé à mieux dormir. Je n'avais pas réalisé à quel point je dormais mal, jusqu'à ce que je me mette à bien dormir. Toutes ces années d'anxiété latente, pour savoir si mes parents étaient fiers de moi, si j'étais à la hauteur, si Chess était toujours le favori. Cela pesait dans ma poitrine,
comme une pierre, que j'avais tellement pris l'habitude de porter, que j'en avais oublié l'existence. Et quand je l'ai enfin posée, j'ai eu l'impression d'avoir perdu 10 kilos en une nuit. Grant et moi avons continué à nous voir une semaine sur deux. Nous avons parlé de limites, de la façon dont j'avais passé toute ma vie d'adulte à faire mes preuves devant des personnes qui avaient déjà pris leurs décisions à mon sujet. De la façon dont mon besoin d'être utile, d'être le gars qui se présente et qui répare les choses, n'était pas seulement une éthique de travail. C'était une stratégie de survie. Si je suis utile, ils m'aimeront. Si je suis indispensable, ils ne pourront pas m'ignorer. Sauf qu'ils m'ont ignoré. J'étais tellement utile, que j'en étais devenu invisible. Un outil qu'ils attrapaient, quand quelque chose était cassé, et qu'ils remettaient dans le tiroir, une fois le travail terminé. Je ne vous raconte pas cela, pour que vous ayez pitié de moi. Je vous le raconte, parce que c'est important, pour comprendre la suite. Vers le mois de février, j'ai commencé à entendre des choses, par le bouche à oreille. La sœur de Paige, Kayla, est mariée à un type, qui travaille avec quelqu'un, qui connaît le collègue de Tiffany. Le réseautage de petite ville, dans toute sa splendeur. Le système de transmission était ridicule, mais les informations étaient fiables, et les nouvelles, intéressantes. Chase avait des problèmes d'argent. Pas le genre de problème, où l'on annule ses abonnements de streaming, et où l'on dîne plus souvent à la maison. Le genre de problème, où les fondations commencent à se fissurer. Apparemment, l'entreprise de Chase avait procédé à une vague de licenciements en novembre, et son poste, quel qu'il soit réellement, avait été restructuré. Ce qui est le jargon d'entreprise pour dire « Nous n'avons pas besoin de vous, mais nous allons prétendre que c'est une décision stratégique ». Il avait trouvé un autre emploi, mais moins bien rémunéré, et gagner moins, ne mène pas bien loin, quand votre mode de vie est fondé sur l'abondance. J'ai également entendu dire que Tiffany gérait mal cette rétrogradation financière. Elle publiait sur les réseaux sociaux des messages sur l'adoption de la simplicité et la joie de vivre avec moins, ce qui, d'après mon expérience, est ce que font les gens juste avant de vider leur carte de crédit. Il y avait des disputes, des tensions. La grande maison de Franklin paraissait soudainement beaucoup plus petite quand les factures s'accumulaient sur l'îlot en quartz. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Vous vous souvenez comment mes parents avaient dit que Chase allait prendre soin d'eux? C'était le marché. 740 000 € en échange, de soins futurs, d'hébergement futur, de gratitude future. Eh bien, la santé de mon père avait commencé à décliner. Rien de mortel, mais son genou s'était suffisamment aggravé pour nécessiter une opération. Et l'arthrite de ma mère lui rendait l'entretien de la maison difficile. Ils avaient besoin d'aide. D'une véritable aide physique, de quelqu'un qui se déplace et qui fait les choses. Et Chase, d'après ce que j'ai entendu, ne répondait pas présent. Il était trop occupé, trop stressé, trop loin, trop je ne sais quoi. Le fils, sur lequel ils avaient tout misé, offrait à peu près le même rendement qu'un bon d'épargne en période de récession. Je mentirais si je disais que je n'en ai pas éprouvé une certaine satisfaction. Pas de la joie, pas de la jubilation. Mais il y a une certaine satisfaction cynique à regarder l'équation ne pas donner le résultat que quelqu'un avait prévu. Ils avaient tout misé sur un seul cheval, et ce cheval luttait actuellement pour payer les traites de son pick-up. Pendant ce temps, j'étais dans la meilleure forme de ma vie. Personnellement, professionnellement, émotionnellement. J'avais un thérapeute qui m'aidait à me comprendre mieux que jamais. J'avais une femme qui m'aimait sans condition. J'avais une entreprise qui prospérait parce que je l'avais bâtie de mes propres mains. J'avais des employés qui me respectaient parce que je les traitais comme des êtres humains et non comme des outils. J'avais des amis, de vrais amis, pas le genre qu'on garde parce qu'ils sont liés à des obligations familiales. J'avais tout ce dont j'avais besoin, et rien de tout cela ne provenait de mes parents. Puis, un mercredi soir, fin mars, mon téléphone a sonné. J'ai regardé l'écran, et j'ai vu deux mots que je n'avais pas vus depuis 8 mois. Maman appelle. J'ai laissé sonner, et j'ai regardé l'appel basculer sur la messagerie vocale. J'ai posé le téléphone sur le comptoir de la cuisine, et je l'ai fixé, comme s'il s'agissait d'une grenade, dont la goupille était à moitié retirée. Paige est entrée, a vu mon visage, a vu le téléphone, et a demandé « Qui ? Maman ?» Elle s'est appuyée contre le cadre de la porte,
et a croisé les bras. Tu vas l'écouter? Je ne sais pas, si, tu le sais. Elle avait raison. J'allais toujours l'écouter. Pas parce qu'il me manquait. Bien qu'honnêtement, une petite partie de moi ressentait un manque. Mais parce que j'avais besoin de savoir ce qui les avait finalement poussés à décrocher le téléphone, après 8 mois de silence. 8 mois sans appeler, 8 mois sans envoyer de messages, 8 mois sans faire 20 minutes de route à travers la ville, pour frapper à la porte de leur fils et dire « Eh, il faut qu'on parle de ce testament ». J'ai mis le message vocal sur haut-parleur. La voix de ma mère était plus tremblante que dans mes souvenirs. Elle semblait plus âgée, en quelque sorte, comme si ces 8 mois l'avaient fait vieillir de 5 ans. Austin, chérie, c'est maman. Je sais que ça fait un moment, et je sais que des choses ont été dites, qui n'auraient probablement pas dû l'être. Et je sais que tu es contrarié, et j'ai juste vraiment besoin de te parler. L'opération du genou de ton père approche. Et nous aurions vraiment besoin d'aide à la maison, et... Eh bien, il y a d'autres choses, dont nous devrions probablement discuter. S'il te plaît, rappelle-moi. Je t'aime. Je l'ai rejoué 2 fois. Pas parce que j'avais manqué quelque chose, mais parce que je voulais m'assurer d'avoir bien entendu ce que je pensais avoir entendu, et c'était le cas. Il n'y avait aucune excuse dans ce message. Aucune reconnaissance de ce qu'ils avaient fait. Aucun, nous avions tort. Juste, des choses ont été dites, tu es contrarié, et nous avons besoin d'aide. La stratégie classique de Lindsey Brennan. Réécrire le conflit comme un malentendu mutuel. Présenter ma colère justifiée comme une réaction émotionnelle de ma part, et ensuite, glisser la véritable demande à la fin, comme si de rien n'était. Ah, et au fait, nous avons besoin de quelqu'un pour s'occuper de nous. Comme c'est pratique, que je sois un gars qui répare les choses. Je n'ai pas rappelé ce soir-là. Ni le lendemain. Ni le jour d'après. J'en ai parlé à Grant, lors de notre séance suivante. Il a écouté, pendant que j'exposais toute la situation. Le message vocal, l'opération du genou, les problèmes financiers de Chase, la totale. Et puis, il m'a posé une seule question. Qu'est-ce que vous attendez vraiment, de tout ça? J'y ai longuement réfléchi, et la réponse m'a moi-même surpris. Je ne voulais pas me venger. Je ne voulais pas les punir. Je ne voulais même pas l'argent. Ce que je voulais, c'était qu'ils le disent. Qu'ils reconnaissent à voix haute, en termes clairs, qu'ils m'avaient traité comme un inférieur. Que le testament n'était pas seulement un document successoral. C'était un verdict, et ils avaient tort. D'accord, a dit Grant. Alors, quel est votre plan? Je n'en ai pas encore. Si, vous en avez un. Apparemment, tous les gens de ma vie me connaissent mieux que je ne me connais moi-même. La semaine suivante, j'ai fait quelque chose que j'aurais probablement dû faire, il y a 8 mois. J'ai appelé un avocat. Pas parce que j'allais poursuivre qui que ce soit, mais parce que je voulais comprendre, exactement, quelle était ma position. Mon pote du lycée, Derek, avait fait des études de droit, et était maintenant avocat spécialiste des successions, à Nashville. Je l'ai appelé, je lui ai raconté les grandes lignes, et je lui ai demandé si je pouvais lui offrir le déjeuner. Nous nous sommes retrouvés dans un restaurant de barbecue, près de Charlotte Avenue. Je lui ai exposé ce que j'avais vu dans le testament, et Derek a écouté, tout en engloutissant une quantité vraiment impressionnante de viande. Légalement, a-t-il dit, tes parents peuvent léguer leur patrimoine à qui ils veulent. Aucune obligation de partager équitablement. Tu n'as pas de recours. Je sais, ce n'est pas pour ça que je suis là. Mais voici ce qui est intéressant, a-t-il ajouté. L'apport qu'ils ont donné à Chase, la croisière qu'ils ont aidé à payer. Ces cadeaux établissent un schéma. Et si tes parents ont structuré toute la succession autour du fait que Chase soit leur aidant, et que Chase ne le fait pas réellement, alors tes parents ont un problème. Chase a un problème. Et rien de tout cela n'est ton problème. J'ai remercié Derek, j'ai payé le déjeuner, et je suis rentré chez moi, le cerveau en ébullition. Les appels téléphoniques de ma mère ont continué, tous les quelques jours. Chaque message vocal, un peu plus urgent que le précédent. L'opération de mon père avait lieu dans 2 semaines. La maison devait être préparée pour l'hiver. Les gouttières étaient pleines.
Le robinet de la salle de bain fuyait maintenant aussi. C'était comme si la maison entière de mes parents avait décidé de tomber en morceaux, au moment même où j'ai cessé d'être leur service de maintenance gratuit. Puis Chase a appelé. La première fois en 8 mois. Je n'ai pas répondu, mais son message vocal était un chef-d'œuvre d'agressivité passive. Et mec, c'est Chase. Écoute, papa et maman sont vraiment en difficulté, et je trouve ça assez égoïste de ta part, de faire le mort à cause d'une paperasse, que tu n'étais même pas censé voir. Ils sont vieux, Austin. Ils ont besoin de leur famille. Rappelle-les. Et rappelle-moi. Aussi. Il faut qu'on parle. Égoïste. Il m'a traité d'égoïste. Le type qui recevait tout, traitait le type qui ne recevait rien, d'égoïste, parce qu'il en était contrarié. C'est comme si un braqueur de banque accusait le vigile d'être impoli, pour avoir essayé de l'arrêter. J'ai fait écouter le message à Paige. Elle l'a écouté une fois, a secoué la tête, et a dit, il ne se rend même pas compte, qu'il vient de prouver ton point de vue. Elle avait raison. Tout le message de Chase portait sur ce que je devais faire pour eux. Pas sur ce qu'ils m'avaient fait, pas sur ce que disait le testament, pas sur ce qui était juste. Simplement, tu dois te montrer, et être utile. Même scénario, acteur différent. J'ai décidé de rappeler ma mère, mais j'allais le faire selon mes propres conditions. Je n'allais pas me pointer chez eux, réparer leur gouttière, jouer le bon fils, et faire semblant que tout allait bien. J'allais avoir une vraie conversation, m'asseoir avec eux, les regarder dans les yeux, sans tourner autour du pot. Et je voulais que Chase soit là, lui aussi. Parce que ce n'était pas seulement entre moi et mes parents. Cela nous concernait tous. Tout le système familial, qui ronronnait depuis des décennies, en me maintenant tout en bas de l'échelle. J'ai appelé ma mère, un samedi matin. Elle a décroché à la première sonnerie, ce qui m'a indiqué qu'elle attendait. Austin. Oh chérie, je suis si heureuse que tu aies appelé. Ton père et moi étions si inquiets. Est-ce que ça va? Tu nous manques tellement. Je vais bien, maman. Je veux qu'on discute. Tous ensemble. Toi, papa, moi, et Chase. À la maison. Il y a eu un silence. Chase? Pourquoi Chase doit-il être là? Parce que cela nous implique tous. Peux-tu organiser ça, pour samedi prochain? Un autre silence, plus long cette fois. Je pouvais entendre la voix étouffée de mon père, en arrière-plan, demandant qui était au téléphone. Je parlerai à ton frère, a-t-elle finalement répondu. Samedi devrait convenir. L'opération de ton père n'est que le lundi suivant, donc il sera là. Bien. Et maman, je ne viens pas pour réparer quoi que ce soit. Je viens pour parler. Silence. À samedi, ai-je dit, et j'ai raccroché. J'ai passé la semaine suivante à me préparer. Pas à répéter un grand discours dramatique. Juste à mettre les choses au clair, dans ma propre tête, sur ce que je devais dire, et ce que j'avais besoin d'entendre. Grant m'a aidé. Paige m'a aidé. Les conseils juridiques de Derek restaient dans un coin de mon esprit, comme un filet de sécurité, dont j'espérais ne pas avoir besoin. La veille au soir, Paige et moi étions assis sur notre véranda. C'était le mois d'avril maintenant, il faisait assez chaud pour être dehors, et le ciel prenait cette teinte, qui passe de l'orange au violet, en une dizaine de minutes. Elle s'est penchée, et a pris ma main. Quoi qu'il arrive demain, a-t-elle murmuré, tu rentres à la maison avec moi, et c'est tout ce qui compte. Je sais. Tu en es sûr, pourtant? J'ai serré sa main. Oui, j'en suis sûr, maintenant. Samedi matin. J'ai mis une chemise propre, un bon jean, et mes belles bottes. Pas pour impressionner qui que ce soit. Juste pour me sentir moi-même. Solide, bien mis. Paige a tenu mon visage entre ses mains avant mon départ, et a dit, ne t'avise surtout pas, de t'excuser de ressentir des choses. J'ai pris ma camionnette, et j'ai conduit, jusqu'à la maison de mes parents. Le pick-up de Chase était déjà dans l'allée. Je me suis garé derrière lui, j'ai pris une grande inspiration, et je me suis dirigé vers la porte d'entrée. Je n'ai pas frappé. Je suis juste entré. Parce que je n'étais pas un invité. J'étais leur fils, qu'ils me traitent comme tel ou non. Ils étaient tous dans le salon. Papa, dans son fauteuil inclinable, avec son mauvais genou surélevé.
Maman, sur le canapé, les mains croisées. Chase, debout près de la cheminée, les bras croisés, ressemblant à un type qui pensait être sur le point de gagner une dispute, sans se rendre compte qu'il l'avait déjà perdu. Personne n'a dit bonjour. Je me suis assis sur la chaise près de la fenêtre, et je les ai regardés tous les trois. Quelqu'un veut commencer? Chase s'est lancé le premier. Évidemment. Ouais, je vais commencer. Tu te comportes comme un enfant depuis 8 mois, Austin. Papa et maman font face à de vrais problèmes, et toi tu boudes, parce que tu n'as pas aimé ce qu'il y avait, sur un morceau de papier. Grandis un peu. J'ai laissé cette remarque planer un instant. Puis j'ai demandé, c'est ce qu'ils t'ont dit? Que je boudais? C'est ce que ça a l'air d'être, de là où je me tiens. Tu te tiens, dans une maison qui sera la tienne, ai-je rétorqué. Avec 740 000 €, et un terrain à Cookville. Alors peut-être que là où tu te trouves, n'est pas le point de vue le plus objectif. La mâchoire de Chase s'est décalée. Il a jeté un regard à papa. Papa, fixait le sol. Étais-tu au courant pour le testament, ai-je demandé directement à Chase. Il n'a pas répondu tout de suite, ce qui constituait une réponse. Chase, le savais-tu? Ouais, a-t-il dit. Je le savais. Papa et moi en avons parlé, l'été dernier, avant qu'il ne soit finalisé. Et tu n'as pas pensé, à m'en parler. Ce n'était pas ma place. Ce n'était pas ta place, ai-je répété. Mais c'était ta place, de prendre l'argent. Ma mère s'est penchée en avant. Austin, ton père et moi, avons pris cette décision pour des raisons pratiques. Chase a accepté d'être notre principal aidant, le moment venu. C'est un engagement important, et nous avons estimé qu'il était juste, de refléter cela dans le plan successoral. J'ai hoché la tête lentement. D'accord. Alors, laisse-moi te demander quelque chose, maman. Au cours des 8 derniers mois, combien de fois Chase est-il venu, pour aider à la maison? Silence. Combien de fois Chase est-il descendu de Franklin, pour aider papa à se préparer pour l'opération? Pour nettoyer les gouttières? Pour réparer le robinet de la salle de bain? Pour faire n'importe laquelle de ces choses, que je faisais pour vous gratuitement, chaque semaine. Sans qu'on me le demande, et sans être inclus dans un quelconque plan de succession? Le menton de ma mère s'est mis à trembler. Mon père fixait toujours le sol. Chase a changé d'appui sur ses pieds. Je vais répondre pour vous, ai-je dit. D'après ce que j'ai entendu. Et j'ai entendu pas mal de choses. Chase est venu ici, peut-être 3 fois depuis septembre. 3 fois en 8 mois. Et 2 de ces fois, c'était pour des fêtes, où il devait de toute façon faire acte de présence. Le visage de Chase a rougi. Je traverse une période difficile. J'ai perdu mon emploi. Tiffany et moi, nous gérons. Je n'ai pas posé de questions sur tes problèmes, Chase. J'ai posé une question, sur ta promesse. 740 000 €, en échange de prendre soin de papa et maman. L'apport pour la maison, la croisière. Et maintenant que l'obligation est réelle, tu es trop occupé. La pièce est devenue mortellement silencieuse. Le robinet de la cuisine fuyait toujours. Personne ne l'avait réparé. Je me suis tourné vers mon père. Il n'avait toujours pas levé les yeux. Papa. Regarde-moi. Il a levé les yeux. Ses yeux étaient humides. Je ne crois pas avoir jamais vu les yeux de mon père humides auparavant. Pas lors d'enterrement. Pas lors de mariage. Jamais. Pourquoi, ai-je demandé. Oublie le plan successoral. Oublie l'argent. Dis-moi juste, pourquoi? Pourquoi était-ce toujours Chase? Pourquoi étais-je toujours la dernière roue du carrosse? Qu'est-ce que j'ai fait? La bouche de mon père s'est ouverte, puis refermée. Il ressemblait à un homme, qui portait un fardeau depuis 30 ans, et qui venait de réaliser, qu'il ne pouvait plus le supporter. Tu n'as rien fait, a-t-il dit. Sa voix était éraillée. Tu as toujours été si capable, Austin. Tu as compris les choses par toi-même. Tu n'avais pas besoin de nous, de la même façon que Chase. Et quelque part en cours de route, ta mère et moi, avons confondu le fait de ne pas avoir besoin de nous avec le fait de ne pas vouloir de nous. Nous nous sommes penchés vers celui qui semblait avoir le plus besoin de notre présence.
Ce n'est pas juste, ai-je dit. Je sais que j'avais besoin de vous. Je le montrais simplement, d'une manière différente. Je le montrais en venant ici chaque semaine. En appelant maman tous les dimanches. En me présentant à chaque fête de famille, même si je me sentais invisible. C'était moi qui pleurais. Et vous ne l'avez pas vu. Ma mère pleurait vraiment maintenant. Pas les pleurs théâtraux d'il y a 8 mois. De vrais pleurs. Mon père a essuyé ses yeux. Je le vois, maintenant. Alors, j'ai besoin que tu le dises à voix haute. Que ce que tu as fait était mal. Il a pris une inspiration tremblante. Ce que nous avons fait était mal. La façon dont nous t'avons traité. Tout ça était mal. Et je suis désolé, Austin. Je suis désolé de t'avoir fait sentir que tu comptais moins. Ma mère a réussi à dire « Je suis tellement désolé ». J'avais peur d'en parler, parce que je pensais que tu ne nous pardonnerais jamais. Ça ne m'intéresse pas de ne jamais vous pardonner, ai-je déclaré. Ce qui m'intéresse, c'est que vous fassiez quelque chose pour y remédier. Je me suis tourné vers Chase. Il semblait plus petit, en quelque sorte. Pas physiquement. Juste de la façon dont une personne apparaît, lorsque le récit dans lequel elle vivait, ne lui correspond soudainement plus. Tu as accepté le marché, ai-je dit. Tu savais qu'il m'évinçait, et tu n'as pas dit un mot. Je n'ai pas réfléchi. Ne dis pas que ce n'était pas ta place. Tu es mon frère. C'était absolument ta place. Il est resté silencieux, pendant un long moment. Puis, ses yeux ont rougi, et sa voix s'est brisée. Tu as raison. C'était minable, et j'aurais dû dire quelque chose. Je suis désolé. Je l'ai cru. Pas parce que les mots étaient parfaits. Mais parce qu'il ressemblait à un type qui venait de réaliser que le sol sur lequel il se tenait était fait de verre. Nous avons parlé pendant encore 2 heures. Avec plus de franchise que ma famille n'en avait jamais eu sur n'importe quel sujet. Papa a accepté de réviser le testament pour m'y inclure à parts égales. Pas parce que j'exigeais de l'argent. Mais parce qu'il a dit que c'était la chose juste à faire. Maman a accepté de commencer à s'intéresser réellement à ma vie, au lieu de se limiter à mes compétences avec une clé à molette. Chase et moi avons convenu de repartir sur de nouvelles bases. Je n'ai pas réparé le robinet ce jour-là. J'ai dit à papa que je reviendrais la semaine suivante pour le faire, et je l'ai fait. Mais cette fois-là, il s'est assis dans la cuisine avec moi, pendant que je travaillais. Il m'a passé des outils. Il m'a posé des questions sur mon entreprise, sur mes projets, et m'a demandé si j'étais heureux. Mon père m'a demandé si j'étais heureux. J'ai 34 ans, et c'était la première fois. Cela fait environ 2 mois, depuis ce samedi. Les choses ne sont pas parfaites. Elles ne seront jamais parfaites. Et quiconque vous dit qu'une réconciliation familiale s'opère comme on allume un interrupteur, essaie de vous vendre quelque chose. Mais elles sont meilleures. Papa a subi son opération, et Paige et moi avons aidé pendant la convalescence. Chase aussi. Nous étions tous les deux là, à nous relayer, à apporter de la nourriture, à faire les petites choses que les familles sont censées faire. Pas à cause d'un contrat, dans une enveloppe. Mais parce que c'était juste. Mon entreprise vient de décrocher son plus gros contrat à ce jour. Un projet de plomberie commerciale, pour un nouveau complexe d'appartements, dans les quartiers ouest de Knoxville. L'entreprise de design de Paige est en plein essor. Nous envisageons d'acheter une maison plus grande, peut-être en direction de Maryville, où il y a plus d'espace, et où l'air sent le pin, au lieu de sentir l'autoroute. Le week-end dernier, papa est venu à mon atelier. Il n'était jamais venu à mon atelier. En 15 ans d'activité, mon père n'avait jamais mis les pieds sur mon lieu de travail. Il a regardé les camionnettes, les râteliers d'outils, et le tableau blanc, où nous planifions les chantiers. Puis il m'a regardé, et a dit, « Tu as construit tout ça ?» « Ouais, papa. J'ai construit tout ça. » Il a hoché la tête. Et puis il a prononcé une chose, qui m'a frappé plus fort, que n'importe quelle phrase, dans n'importe quel testament, ne pourrait jamais le faire. « Je suis fier de toi, mon fils. » J'aurais dû le dire, il y a longtemps. Voilà donc mon histoire. J'ai trouvé une enveloppe dans un tiroir à bazar,
qui m'a révélé que mes parents avaient mis une étiquette de prix sur chacun de leurs fils, et que la mienne était en liquidation. Je suis parti. Je me suis reconstruit. Et quand ils ont finalement appelé, je ne suis pas revenu avec de la colère, ou des exigences. Je suis revenu avec une question. Pourquoi? Et la réponse, aussi douloureuse fut-elle, s'est avérée être le commencement de quelque chose de meilleur. Si vous êtes l'enfant de votre famille, qui a toujours reçu moins, alors même que vous donniez plus, je veux que vous sachiez une chose. Votre valeur n'est pas déterminée par les personnes qui ont été incapables de l'avoir. Construisez votre propre table. Et s'ils veulent un jour y prendre place, assurez-vous qu'ils apportent autre chose que des excuses. Sur ce, j'ai un robinet à réparer.